Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, notre invité Ahmet Elkanouz, bonjour. Bonjour. Premier échevin à Molenbeek, une commune qui va revenir sous le feu des projecteurs, parce qu'on est presque un an après les attentats de Paris. Au niveau de la population, comment est-ce que ça se vit? Quelle est votre perception? Vous savez, la population qui a été tellement maltraitée, tellement stigmatisée au lendemain des attentats, aujourd'hui est en train, je dirais, de remonter la pente, que ce soit au niveau de la population, que ce soit au niveau de l'économie molenbeekoise d'ailleurs. Nous avons été impactés fortement par cette image négative qui a été véhiculée, qui était compréhensible, étant donné que certains de ces criminels, de ces terroristes venaient de Molenbeek, mais qui étaient, à nos yeux, aux yeux de la population, injustes. Et donc la population est restée dès le début debout, ne voulait pas, je dirais, subir. Et on le voit aujourd'hui à travers la vivacité de sa population, à travers, je dirais, le dynamisme de sa commune, le dynamisme de son économie. Donc on est en train de retrouver tout doucement, je dirais, un rythme de vie normal à Molenbeek-Saint-Jean. Oui, il y a un monument qui va être inauguré prochainement. Tout à fait. En hommage. C'était important de marquer le coup. Mais d'abord, je salue l'artiste Mustapha Zoufri qui a pris l'initiative de travailler sur une œuvre artistique qui va, je dirais, commémorer les nombreuses victimes qui va être installée la semaine prochaine déjà, à la mémoire de toutes ces victimes. De Paris et de Bruxelles. De Paris et de Bruxelles, tout à fait. Et en fait, c'est une œuvre qui a été érigée, enfin qui va être érigée à la mémoire de toutes les victimes innocentes de ces actes barbares. Alors quand on parle des conséquences économiques, notamment pour Molenbeek, on se souvient qu'au niveau de la chaussée de Gand, il y avait plus grand monde dans les jours qui ont suivi. À l'image de l'économie bruxelloise, Molenbeek, évidemment, a été aussi impacté par cette image négative, je dirais, les citoyens. Est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux? Mais tout à fait. Donc, on est revenu à la normale. Tout à fait, on est revenu quasi à la normale. Donc les gens, de nouveau, sortent de chez eux, viennent consommer, viennent acheter, viennent déambuler. Le collège échevinal de Molenbeek a évidemment mis en place toute une série de communications, mais aussi des projets très concrets pour attirer, je dirais, un maximum de personnes, que ce soit à travers l'organisation de la sécurité pour montrer que nous sommes vigilants, bien évidemment, mais qu'on peut aussi accompagner les commerçants pour pouvoir leur permettre de remonter la pente qu'ils ont remontée. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons presque retrouvé un niveau normal au niveau économique et la population, je dirais, sort de plus en plus et on le voit à travers le dynamisme dans les rues, dans les quartiers à Molenbeek. Reste la question des jeunes qui cherchent du boulot. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de se dire molenbeekois avec un nom à consonance étrangère? Déjà, Bruxelles est une des villes-régions et une des villes en Europe qui connaît le taux de chômage le plus élevé. Les raisons sont multiples, ça n'a pas changé. Mais la discrimination est une des causes essentielles de ce taux de chômage. Il faut savoir qu'un certain nombre de jeunes issus de la diversité, des femmes qui portent le foulard, etc., sont exclus du marché de l'emploi. Dites-vous bien que depuis les attentats, pour les Molenbeekois, c'est encore plus criant. Venir se postuler pour une fonction quelle qu'elle soit d'ailleurs, avec dans son CV Molenbeek-Saint-Jean 1080, c'est un fameux obstacle qu'on doit absolument dépasser. Et ça, j'en appelle ici aux autorités régionales pour mettre en place des mesures fortes pour pouvoir aider les Bruxellois, mais plus particulièrement les Molenbeekois qui souffrent de cette situation. Oui, il y a un système de testing qui va être lancé. Mais il ne faut pas seulement le lancer à titre expérimental. Je crois qu'il a fait ses preuves ailleurs. Ici, il faut, je pense, mettre en œuvre tous les outils juridiques pour pouvoir le rendre efficace. Alors, un des éléments au post-attentat, c'était le lancement du plan Canal, fameux plan Canal de renforcement policier. Vous êtes donc député régional, on l'a dit. Joël Milquet a rejoint vos rangs au niveau du Parlement bruxellois et lance toute une série d'auditions en commission de l'Intérieur sous le sous-financement de la police. C'est quoi l'objectif de cette démarche? Les normes aujourd'hui, qui sont les normes de référence pour, je dirais, les moyens policiers affectés aux zones de police, ce sont des normes qui remontent à 2002. Mais ça, on le sait depuis longtemps. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on a eu des belles déclarations de ministre de l'Intérieur avec le fameux plan Canal, avec des moyens considérables qui ont été débloqués par le fédéral, les fameux 400 millions. On constate en fait sur le terrain que même si on a pu avoir quelques éléments supplémentaires au sein de notre zone de police, ça reste relativement insuffisant parce que tout n'a pas été mis en œuvre pour pouvoir garder ces policiers. Les policiers viennent effectivement, puis repartent une fois que le délai qui leur a été imposé se termine. Ce qui fait que finalement, pour la zone nord-ouest, ça reste une zone en difficulté en termes d'effectifs policiers. Mais je répète, tout ne va pas se régler seulement avec un renforcement des forces de police. Ce que je dénonce ici, c'est le fait qu'il n'y ait pas eu suffisamment de moyens en termes de prévention
tout a été mis dans le répressif et on le voit à travers les belles déclarations du ministre de l'Intérieur. Ça reste que des déclarations malheureusement sur le terrain. On voit, nous, très peu d'avancées en matière de politique de prévention où les moyens sont insuffisants. Alors, on va revenir sur un dossier qui était un peu à la une de l'actualité cet été. On vous a reproché d'avoir milité pour la libération de Oussama Attar en 2010. Alors, on rappelle rapidement, il était emprisonné à Bagdad depuis 6 ans. Et puis, on a appris récemment qu'il était un des suspects principaux pour être les cerveaux des attentats de Bruxelles. Vous n'aviez pas réagi à l'époque. Aujourd'hui, vous voulez bien parler. Est-ce que vous regrettez de l'avoir soutenu ? Mais absolument pas. Vous savez, à l'époque, lorsque nous sommes intéressés à ce dossier. Il faut rappeler un peu le contexte. 2010, nous sommes sollicités par la famille et des amis de la famille, mon collègue Vincent Lurquin et moi-même, parce que nous étions les deux personnes qui, historiquement, avons montré un intérêt pour ce dossier. Évidemment, nous nous sommes assurés que cette personne qui a été arrêtée, je tiens à le rappeler ici avec force, a été arrêtée pour séjour illégal en Irak et à aucun moment il n'a été associé à un quelconque fait de terrorisme ou d'appartenance à un mouvement terroriste, que les choses soient claires. Ça a été confirmé par les affaires étrangères, mais aussi par les Américains que j'ai pu rencontrer à de nombreuses reprises et surtout les autorités irakiennes que j'ai rencontrées à l'ambassade d'Irak. À l'époque, on dit qu'il était connu des services de renseignement, c'est pas correct ? En tout cas, dans les dossiers auxquels nous avons eu accès, rien n'apparaissait. Il faut savoir qu'en Irak, lorsque vous êtes impliqué dans un mouvement terroriste ou dans une action terroriste, la seule peine qui est assénée devant un tribunal, c'est la peine de mort. Et moi, je me rappelle très bien que ce dossier avait été clairement mis en avant avec une inculpation et une sanction qui avait été octroyée pour séjour illégal à l'époque. Et c'est ce qui avait motivé non seulement mes collègues d'intervenir, mais moi, je voudrais peut-être revenir sur quelque chose d'essentiel. Notre démarche, elle était avant tout humanitaire. On s'est assuré que cette personne n'était pas impliquée en rien, et c'était le cas à l'époque. Je tiens à le rappeler. Mais ce qui est inacceptable, vous savez, en politique, nous avons une catégorie comme ça de politiciens que moi je qualifierais de charognards, excusez-moi le terme. Fort heureusement, en Belgique, ils sont minoritaires, qui comme ça, sans vérifier leurs sources, et je pense évidemment à M. De Stex, qui a été consulter un site d'extrême droite en voyant qu'on fait un lien qui nous a profondément choqués, mes collègues et moi-même. Vous savez, être associé comme ça à des morts d'hommes alors que les larmes ne sont même pas encore séchées sur le visage de la famille des victimes de ces attentats, associer nos noms à un acte criminel et terroriste, ça nous a profondément choqués. Je n'ai pas réagi parce que j'étais à l'étranger à ce moment-là et on s'est rendu compte que c'est un pétard mouillé qu'a voulu allumer M. Destex. Il a l'habitude de ce genre de sortie. Mais alors, moi, je voudrais aussi rappeler qu'à l'époque, en 2010, lorsque nous sommes intervenus dans ce dossier, dans le cadre qui était le nôtre en tant que députés, nous avons fait des démarches parce que nous trouvions inacceptable que des personnes aient la double nationalité et ne puissent pas bénéficier de l'aide consulaire. C'est de ça qu'il s'agissait. Nous n'avons pas milité pour qu'ils puissent être libérés parce que nous n'avions pas le pouvoir. C'est pour s'assurer qu'ils puissent avoir l'aide consulaire comme n'importe quel citoyen belge. Et donc, si c'était à refaire, vous le referiez ? Mais écoutez, madame, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où Oussama Attar était détenu en Irak, nous avons eu 3 Belges qui ont été arrêtés sur le territoire iranien, soupçonnés d'espionnage. La diplomatie belge, des Belges de souche, la diplomatie belge s'est mise en branle et cette personne a été libérée après 3 ou 4 mois de détention. Ici, vous avez un cas, et il y en a d'autres, je peux vous en citer d'autres, des personnes qui ont la double nationalité et qui malheureusement ne bénéficient pas du même traitement que tout citoyen belge devrait avoir. C'était ça le sens de notre démarche. Et je le répète, à l'époque, Louis Michel, qui sortait de son mandat de commissaire européen, avait rencontré la famille. Et moi, je voudrais que ça sache, et je le salue d'ailleurs, parce qu'il s'était intéressé à cette situation qui n'était pas correcte, sans compter que Denis Ducarme avait lui-même marqué un intérêt pour ce dossier. Il avait posé des questions. Mais au ministre quand on compétent, vous accuse de naïveté, au minimum... Mais ce n'est pas du tout la naïveté, parce que nous nous sommes assurés justement que dans le dossier, il n'y avait rien de compromettant. Mais il est clair que moi-même, ainsi que mes collègues, jamais nous n'aurions montré un quelconque intérêt ou apporté un quelconque soutien si la personne était impliquée de près ou de loin à des actes terroristes ou des appartenants au mouvement terroriste. Que les choses soient claires. Ce que moi je dénonce ici, c'est, je dirais, le comportement inacceptable de certains élus. Et je pense ici à De Stex, qui fait partie, je le rappelle, de cette catégorie de... Je suis désolé, les termes sont un peu forts, de charognard de la politique. On a compris que vous ne le portez pas dans votre cœur. Alors on revient à un dossier plus molenbeekois. Le stade Macdens, il y a quelques jours dans la presse, on voyait qu'il pourrait être démoli d'ici 10 ans. En tout cas, c'était l'idée lancée par Karim Majoros, échevin, écolo, membre du même collège que vous. Mais en fait, c'était dans une discussion... Vous savez, ce qui fait la richesse d'un collège ou d'un exécutif, c'est de pouvoir proposer comme ça des idées.
qui s'inscrivent dans le moyen ou dans le long terme. Et effectivement, l'idée d'envisager à moyen terme et à long terme une reconversion de ce site, non pas en supprimant le stade. Le stade, évidemment, il a son rôle sportif, son rôle social essentiel. Et à Molenbeek, on le voit, avec des équipes comme le White Star, comme le RWDM. Mais l'idée ici, c'était quand même de le démolir pour en reconstruire un bien plus petit de 3 000 ou 5 000 Mais non, il n'y a places. pas eu de chiffres. Des chiffres ont été avancés par certains, mais il n'y a pas eu de... Vous savez, si on a une équipe qui joue en première division, il faut un minimum de places. Et ce minimum il faut 8 000 places. Oui. Ces 8 000 places devraient être garanties. Mais la seule chose, c'est de se dire, est-ce qu'un stade qui a été construit en 1920, qui répond plus aux normes actuelles du ministère de l'Intérieur, en sachant qu'il faut entre 3 et 5 millions d'euros pour le mettre aux normes. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux, dans une formule qui reste à définir, d'une reconversion intelligente de ce stade, qui inclurait évidemment un stade qui garantirait la continuité de l'activité sportive en élite, en première division, en deuxième division, mais aussi, pourquoi ne pas y ajouter du logement et voir une offre d'infrastructures sportives plus diversifiées. Mais vous plaidez pour quoi? Alors vous plaidez pour une démolition, reconstruction? Si on a les moyens et qu'on peut reconstruire un stade qui répondra à des besoins du moment, et pourquoi ne pas y ajouter du logement? Moi, je suis ouvert à toute proposition, bien évidemment. Oui, parce que c'est quand même un morceau de patrimoine, c'est lié à l'histoire de la commune, ce stade ici. Oui, mais vous savez, quand vous avez un morceau du patrimoine qui ne peut plus être utilisé parce qu'il faut mettre 5 millions d'investissements, 5 millions que nous n'avons pas, je suis désolé, avant tout, nous sommes responsables des deniers molenbeekois et des intérêts de la population molenbeekoise. Alors, puisqu'on parle de stade de foot, l'avenir du White Star sans John Biko, il est parti à l'Antwerp. Comment est-ce que ça se dessine? Écoutez, pour l'instant, les seules informations que nous avons, c'est que l'équipe continue à bien fonctionner. C'est l'adjoint qui... Ma priorité à moi, et je l'ai déjà dit sur votre antenne et dans d'autres lieux, c'est évidemment l'école des jeunes. Nous avons 4 écoles des jeunes sur le territoire de la commune de Molenbeek, et elles sont insuffisantes pour accueillir les nombreuses demandes. Donc il y a une demande extrêmement importante pour encadrer nos jeunes. Et moi, ce qui est fondamental pour moi, c'est que cette équipe puisse rester. Et si elle devait partir, parce qu'ils vont peut-être s'imaginer que l'herbe est plus verte ailleurs, eh ben on trouvera une solution alternative. Ce qui est fondamental, ce qui est important pour moi, c'est que nos jeunes puissent continuer à avoir un encadrement de qualité. Et là, il y a des problèmes, il y a un manque de terrain pour les jeunes. À un moment, certains ont dû... Mais nous sommes passés par, effectivement, il y a eu des tensions qui ont été relayées par la presse d'ailleurs, parce que, vous savez, les terrains ne sont pas élastiques. Et donc, il fallait absolument que les responsables des écoles des jeunes se mettent autour de la table et puissent se répartir en bonne intelligence les terrains. C'est ce qui a été fait. Le collège a soutenu, le rapprochement entre les directions des différentes écoles des jeunes. Et finalement, jeudi en 8, il y a 8 jours, une convention a été signée entre les différents responsables de clubs pour se partager de manière intelligente le terrain, le temps qu'on solutionne le fameux problème du terrain C où il y a un problème d'éclairage. Mais donc, au niveau du terrain de foot, tout est résolu pour l'instant. Et c'est résolu. Et donc, les enfants vont pouvoir s'entraîner, je dirais, sans penser à devoir voir si dans d'autres communes il existe d'autres infrastructures. Alors, juste un petit mot de politique internationale, peut-être pour terminer. On voit qu'hier, il y a plus de 200 personnes qui sont rassemblées devant l'ambassade du Maroc à Bruxelles suite à ce drame qui s'est passé, ce poissonnier qui a été broyé dans un camion à ordures. Est-ce que ça suscite un grand émoi dans la communauté d'origine marocaine? Évidemment, la mort d'un homme, la mort d'un père de famille, la mort d'un citoyen, quel qu'il soit d'ailleurs, ça provoque toujours un émoi très fort. Ici, on a l'impression qu'on est au-delà du fait divers. Plus particulièrement dans les circonstances qu'on connaît. Et c'est vrai qu'il y a eu, je dirais, comme une traînée de poudre qui s'est diffusée au Maroc. Et il y a eu une mobilisation générale dans toutes les grandes villes où les gens se sont réunis. Parce qu'il y a des problèmes au Maroc, on le sait très bien. Le Maroc, aujourd'hui, connaît une évolution extraordinaire au niveau, je dirais, de ses infrastructures, au niveau de ses structures d'État. Il y a une régionalisation qui se fait à pas forcés. Donc le Maroc évolue dans le bon sens. Mais il reste des chantiers énormes, celui de la lutte contre la corruption, celui de l'enseignement, celui de l'accès aux soins de santé. Et je pense que, et on l'a vu dans certaines prises de position, certaines personnes profitent de cet émoi au sein de la population pour pouvoir, en quelque sorte, récupérer. Et moi, j'ai beaucoup apprécié la famille de la victime qui a demandé à ce que ce drame horrible ne soit pas récupéré politiquement. Et je pense qu'il y a eu, en même temps, un soulèvement, une mobilisation populaire pour dire qu'il faut qu'on arrête ce qu'on appelle la ogra en marocain, c'est-à-dire le fait que certaines personnes qui ont l'autorité puissent faire tout et n'importe quoi. C'est ce qui a été véhiculé dans les médias. Mais dans la réalité, le Maroc, et j'étais
à l'après-COP il y a une semaine à Marrakech, le Maroc connaît une évolution extraordinaire, une démocratisation de ses institutions, mais il reste des chantiers qui sont essentiels, je le répète, celui de l'enseignement, des soins de santé et de la lutte contre la corruption, qui connaît une accélération très importante ces derniers temps. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Merci pour votre invitation. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle interview.